Alors, quelle est l'attitude à adopter en tant que témoin d'une scène où en fait on retrouve un patient sur les rails du métro? Bon, alors j'ai mis qu'il fallait donner l'alerte, notamment pour interrompre le trafic et le courant si les rails sont électrifiés. Oui. Et qu'il fallait prévenir le SAMU. Est-ce que moi, je alors, t'entends pas, en fait. Ok. Alors il faut donner l'alerte, Ouais. interrompre le trafic et interrompre le courant si les rails sont électrifiés. Et il faut faire appeler le SAMU par le 15 et essayer de protéger le patient et de l'extraire après que tout ça ait été. Voilà. Donc tu as tout effectivement bien dit. Donc ça répond en 1 et ta première phrase de tête avec le mot-clé. Il faut obéir à la séquence, protéger, alerter, secourir. PAS. Il y a quelques acronymes comme ça. Bon, bah, PAS, c'en est un. Protéger, alerter, secourir. Et en plus, c'est simple, comme ça, du coup, après, vous avez tout retenu. Protéger, soustraire le malade à l'environnement. Et en plus, ça vous dit dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas le SAMU avant d'avoir... Non, c'est dans l'ordre. Protéger. Donc, protéger, effectivement, c'est virer le malade des rails. Et comme tu l'as très bien dit, c'était le 0 à la question, ou oui, non, la question, pas au dossier, mais vous faites absolument couper le courant avant de descendre vous-même. Parce que sinon, après, il y en a 2 à réanimer. Et puis après, le troisième patient qui vient, ça fait 3, etc., etc. On n'y pense pas toujours. Hein. Si vous avez un dossier d'intoxication aux fumées d'incendie, avant d'aller le réanimer, on ouvre la fenêtre. Parce que sinon, il y en a 2 qui sont intoxiqués au CO après. Etc., etc. Donc, protéger, effectivement, c'est en 1, on coupe le courant, on fait arrêter le trafic, etc. Et on va le virer des rails. Ou virer du... D'accord. Ça, c'était protéger. Alerter. Donc, une fois qu'on l'a protégé, on prend 2 minutes pour alerter efficacement. Alors bon, si c'est une station de métro, en plus, il y aura du monde, etc. Mais donc, alerter, ça consiste effectivement à appeler le SAMU. Donc, on appelle le 15. Et à donner l'alerte en indiquant... Qu'est-ce que tu vas indiquer au médecin? Parce qu'en général, dans ces moments-là, on est ultra paniqué. Bon, nous, on est un petit peu plus au fait. Mais voilà, mais les témoins sont très paniqués. Pour avoir fait un peu de SAMU et avoir un peu régulé, c'est assez rigolo ce que les gens vous disent. Venez vite, venez vite, venez vite, il y a un accident. Je claque. Bien sûr. Et donc, c'est où? C'est quand? Il y a combien de victimes? J'en sais rien. Alors, voilà, il y a des choses assez précises à dire... On pourrait imaginer qu'on vous pose la question, que dites-vous au SAMU que vous avez au bout du fil, quoi. Perte de connaissance, patient avec perte de connaissance et chute sur les rails, le lieu, oui. et voilà. Le nombre de victimes. Le nombre de victimes. Parce que s'il y a un électrocuté, c'est pas la même chose s'il y en a 15, parce que pour les moyens à mettre en œuvre, tu sais, s'il t'envoie un petit camion alors qu'il y a 15 personnes et que tu aurais pu lui dire d'emblée pour qu'il envoie 15 camions, c'était plus simple. Donc le nombre de victimes et leur état. Surtout qu'en plus, en tant que médecin, bon, s'il a juste une petite dermabrasion, voilà, ou s'il est mort apparente. C'est important à dire, c'est pareil, c'est pour le degré d'urgence ou pour les choses comme ça. Donc ça, on était à A, alerter, et S, secourir. Et donc, en fait, bon, bah, comme on le détaille après, finalement, on ne va pas trop le dire, mais effectivement, on débute les manœuvres de réanimation adaptées à l'état du malade. S'il est juste inconscient, PLS. S'il y a effectivement, comme tu dis, un état de mort apparente avec la perte de connaissance, l'abolition de l'activité circulatoire et respiratoire, début d'un massage cardiaque externe. Et donc, ça vous dit bien, si vous êtes tout seul sur un accident, qu'on ne commence à masser que là. Alors, c'est-à-dire qu'il faut faire le reste vite, bien sûr, mais on ne fait que là, parce que le réflexe classique, si ça vous arrive, c'est que vous allez dire « Ah, il est mort, je masse, parce que je m'en bien appris, j'ai un conférencier de réa, machin, tac, il m'a... » Bon. Et puis, vous vous arrêtez quand pour appeler le SAMU? Ah non, merde, non, putain, il m'a dit faire 30 pour 2, au moins sans compression. Et voilà. Et en fait, vous perdez plus de temps parce que vous avez une chance d'être efficace, c'est super bien, mais enfin, c'est quand même au moment où le malade sera intubé, éventuellement défibrillé, que ça ira mieux pour lui. Donc, en gros, finalement, quelque part, vous perdez du temps. Donc, c'est pour ça qu'on obéit à PAS. Voilà. Séquence, protéger, alerter, secourir, mot-clé, bing. OK. Autre mot-clé qu'on peut vous demander, si la question est un petit peu formulée différemment, mais sinon, n'hésitez pas à le coller, c'est chaîne de survie. On en avait parlé, on n'en avait pas parlé dans la conf de réa. Hein, la chaîne de survie, c'est l'ensemble à 4 maillons. La reconnaissance précoce, effectivement des gens formés, la population formée à reconnaître les choses. Les manœuvres de réanimation faites par les témoins précoces, maillon 2. 3, la défibrillation précoce, et donc ça, c'est-à-dire des défibrillateurs au mur dans les aéroports, dans les supermarchés, dans les camions de pompiers. Et 4, la réanimation préhospitalière, puis hospitalière précoce, c'est-à-dire le SAMU qui arrive rapidement. Voilà, c'est des maillons, c'est-à-dire que quand vous commencez le 1, la reconnaissance précoce, vous pensez déjà au 2, qui est intriqué avec le 1. Quand vous pensez au 2, vous pensez déjà au 3, c'est-à-dire que vous avez alerté, et donc le défibrillateur des pompiers, à Paris, il arrive beaucoup plus vite que, même en province aussi, il arrive beaucoup plus vite que le SAMU, donc le défibrillateur, et c'est intriqué avec le 4, qui est le début de la réanimation spécialisée. Voilà, c'est le mot chaîne de survie, c'est décrit comme ça, c'est un concept qui est international, qui est décrit dans toutes les publications anglaises, donc je pense que voilà, le mot chaîne de survie est important. Alors, quelles ont été les premières manœuvres de réanimation entreprises par les sapeurs-pompiers non médicalisés et comment l'équipe du SAMU a-t-elle complété la prise en charge?
Alors, les pompiers non médicalisés, donc dans un premier temps, confirment l'arrêt cardio-respiratoire par prise du pouls et... Les pompiers? Même pas. Ah non, ils sont non médicalisés, les pompiers. Hein. C'est des... Non, mais ils prennent le pouls et... Pompiers, non. Et, tu sais, les jeunes pompiers de 16 ans et demi là, qui font lever, machin. Non, ils prennent pas le pouls. Hein. Non, mais c'est pas dépréciatif. C'est pour ça que je vous ai précisé les pompiers non médicalisés. Parce que, bah non, à 16 ans et demi, moi je prenais pas le pouls non plus. Les pompiers, il y a quelques unités où il y a un médecin, qui est équivalent finalement à un camion de SAMU, donc c'est pas intéressant pour la question. Et le reste, c'est des super témoins. C'est-à-dire qu'ils vont masser plus fort que vous parce qu'ils sont plus costauds, éventuellement plus efficacement parce qu'ils ont une cardiopompe, et ils ont un défibrillateur. Eux, ils sont au maillon 3 de la chaîne de survie, ils ne sont pas au maillon 4. Ils ne sont pas médicaux, il ne faut pas leur demander d'intuber, il ne faut pas leur demander de mettre des... Je veux dire, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans un restaurant, d'aller réanimer un mec qui s'était vautré, il y avait juste les pompiers qui étaient là, ils n'ont même pas d'oxygène, les pompiers. On se retrouve très impuissant, on n'a rien. À part le mettre en PLS, le malade, on ne peut rien faire avec un pompier. Le masser s'il est en arrêt cardiaque. Mais voilà, donc eux, ils sont comme le témoin. Et je vous rappelle que depuis 2006 et ces recommandations-là, pour le témoin, et donc le pompier non médicalisé, il n'est pas recommandé de prendre le pouls. C'est la perte de temps. Il ne bouge plus, il ne respire pas normalement, parce qu'en fait, en analysant les comptes rendus a posteriori, les choses comme ça, les gens disent bah non, moi j'ai pas massé, le malade il faisait voilà. Et vous ne messiez pas quelqu'un qui gaspait, donc qui était mort. Donc en fait, là maintenant, de absence de respiration, c'est passé à absence de respiration normale, parce que tout le monde voit que ça, c'est pas normal comme respiration. Donc c'est abolition de la conscience, et plus de mouvement, et pas de respiration normale. Et on ne prend pas le pouls, on masse. Si c'était pas quelqu'un qui est vraiment mort, il va se réveiller vite fait si vous le massez. Et si c'est quelqu'un qui était grave, mais avec un cœur qui battait encore pas très fort, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est pas grave. Hein. Masser un cœur qui bat faiblement ou masser un cœur qui repart, c'est pas grave du tout, au contraire. Donc non, les pompiers, eux, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reprendre votre massage. Parce que vous, vos petits biscottos, déjà au bout de 5 minutes, un vrai massage cardiaque, le temps que les pompiers arrivent, vous avez mal au bras. Donc ils vous reprennent le massage, et en plus, je vous dis, des fois, ils font ça avec leur pompe ventouse. Là, c'est plus efficace parce que vous exercez une pression qui chasse le sang, puis vous laissez la cage thoracique revenir à son normal. C'est vachement important de la laisser bien revenir à la normale. Eux, ils ont une espèce de ventouse qui en plus ont un mouvement, c'est-à-dire qu'eux, ils sont actifs en pression et en soulèvement. Donc en fait, ils ont vraiment un cœur, j'éjecte le sang, je remplis mon ventricule. Vachement plus efficace, c'est pour ça. Mais faut être, si vous n'avez pas jamais fait la cardiopompe, il faut être musclé. Donc ils vous reprennent le massage, tout à fait. Par contre, comme je dis, ils sont maillon 3 de la chaîne de survie. Par contre, eux, mais sans prendre le pouls, ils collent les palettes du DSA. Ils n'interprètent pas le tracé, ils écoutent si la voix, elle dit faut choquer ou faut pas choquer. Ils mettent les palettes et pan. S'il faut, on choque. S'il ne faut pas, on ne choque pas et ils massent. Et ils le font très bien. C'est pour ça que ce n'est pas dépréciatif, parce qu'ils vont le faire vachement mieux que même des médecins qui vont commencer à se dire oui, mais peut-être que c'est un bloc sino-auriculaire, machin chouette. Non. Au moins, pendant ce temps-là, le malade, il est massé, quoi. Bon. Et puis, la deuxième chose qu'ils peuvent faire, c'est que quand le médecin va arriver, ou s'il tarde un peu, ils vont rappeler le SAMU, et ils vont dire voilà ce qu'on constate, quand même. Oui, il est vraiment mort, non, il n'est pas mort, on a choqué, on n'a pas choqué. Pareil, ça peut commencer à préparer les équipes, quoi. Et pendant ce temps-là, le régulateur, il peut commencer déjà à chercher une place dans une réanimation pour votre malade, parce qu'après, le délai est hyper rapide. Donc les pompiers, on en est là. En gros, super témoin, plus efficace, plus ordonné. Voilà. Le SAMU arrive, qu'est-ce qu'il fait en plus? Alors eux, ils ont le droit de prendre le pouls. Ils ont le droit de prendre le pouls, voilà. Mais il y a même un truc qui est encore mieux, c'est qu'ils branchent l'électrode et ils regardent le scope. Mais effectivement, il faut prendre le pouls, on est d'accord, parce qu'il peut y avoir des rythmes sans pouls, d'accord. Donc ouais, ils posent leur scope, ils vont intuber le malade, lui poser 2 voies veineuses périphériques. Par rapport au tracé du scope, ils vont voir s'il y a besoin de choquer ou pas, si le malade est en TV ou en FV. Donc on fait un choc, on continue la réanimation cardio-pulmonaire, 30 massages pour 2 insufflations. Et si ça repart toujours pas, on met de l'adrénaline, 1 mg IV. Donc effectivement, les drogues de réanimation, si jamais ça ne suffit pas, tout à fait. L'adrénaline, 1 mg IV, oui. Puis après, si ça repart, on le conduit en réanimation. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Dans le camion, oui. Le plus vite possible en réanimation. Ok, très bien. Dans le cas particulier de ce malade qui était donc sur les rails du métro, voilà, la cerise sur le gâteau, le 13e point sur 13, c'est qu'on va protéger s'il y a des brûlures ou des fractures. Le SAMU fait déjà un petit quelque chose, quoi, laisse pas traîner ça sur les cailloux dégueulasses au milieu des rails du métro. Il met un petit pansement, un petit américain, un petit truc un peu propre et on envoie.
Donc, finalement, il arrive dans votre service de réanimation, vous l'examinez. Nombreuses traces de brûlure. Ah bah oui, tiens, donc on va protéger les brûlures à la question d'avant. Premier degré, deuxième degré superficiel. Point d'entrée, pied droit, point de sortie, bras gauche. Et puis, vous aviez un certain nombre d'examens complémentaires pour commencer. Là, il fallait être méthodique, puisqu'on vous demandait d'identifier les principaux problèmes posés par ce malade. Et en une phrase, pas plus, comment vous y remédiez? Alors, donc déjà, je crois que les brûlures électriques, c'est considéré comme des brûlures thermiques. Donc, faut les traiter comme un brûlé. Comme un brûlé, absolument. Faut réhydrater, faire un pansement local. Voilà. Donc, hydratation abondante, tout à fait. Protéger et faire des pansements. Voilà. Et puis, le dernier truc, on va dire, le beau zéro. Rail du métro, c'est genre métallique. Il y a des cailloux, genre... ouais, voilà. Genre Sadvat, exactement. Donc, prévention antitétanique. Rentrez pas dans Sadvat, l'acronyme à la con. On n'aura pas assez d'éléments pour savoir s'il faut faire une sérothérapie ou... Bon, prévention antitétanique. Ok, donc ça, c'était pour les brûlures. Ensuite. Il a une hyperglycémie, donc je pense que c'est bien d'essayer d'avoir une normoglycémie. Donc, on met de l'insuline rapide. Ok, deuxième problème, c'est bon. Troisième problème. Il y a une insuffisance rénale avec une hypocalcémie et une hyperphosphatémie. Et puis une augmentation des CPK. Oui, donc ça s'évoque quoi? Une rhabdomyolyse, nécrose tubulaire aiguë. Donc il faut le réhydrater. Oui. Et je sais pas si ça très marche bien. Pas Épuration extra-rénale. Oui, épuration extra-rénale. Ça nous étonne pas trop quand même, quelqu'un qui s'est fait électrocuter avec un point d'entrée, en gros qui passe par tout le corps, il a une rhabdomyolyse. Voilà, donc effectivement, rhabdomyolyse, hydratation abondante, et puis si ça ne suffit pas et qu'on coince quand même le tubule. Juste question, pour l'hyperphosphatémie, l'hypocalcémie, il y a des choses à faire ou on s'en fiche et on contrôle? Si tu en vas à l'épuration extra-rénale, ça va se... Voilà, et en fait, il faut vraiment voir si l'hypocalcémie est mal tolérée au niveau électrique, parce que le problème, c'est qu'à cette phase-là, en fait, pourquoi il y a une hypocalcémie? Parce qu'il y a une... En fait, c'est l'inverse, il y a une hyperphosphorémie liée à la lyse musculaire, et ça chélate le calcium. Et le problème, c'est que si tu donnes du calcium au malade, tant qu'il y a toujours du phosphore, tu vas continuer à chélater et tu vas faire des dépôts encore plus. Donc, donner du calcium là, s'il y a des troubles CG, bien sûr. Sinon, on va essayer quand même de passer le cap comme ça et de voir si ça ne se renormalise pas après. Si vous en venez à l'impuration extra-rénale, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, la dialyse en elle-même, si vous équilibrez votre bain de dialyse, va vous rééquilibrer tout ça correctement. D'accord. Il y avait encore 2-3 problèmes là. Il y a une cytolyse. Oui. Il n'y a pas urgence à corriger la glycémie, c'est pas le plus urgent. Je suis d'accord qu'éventuellement s'attaquer au rein c'est le plus urgent, mais finalement là on vous demandez pas plus que ça dans les degrés d'urgence. J'ai fait dans le corrigé comme tu l'as fait, c'est-à-dire j'ai pris dans l'ordre des examens qu'on vous le donnait. Le fait est qu'on va lui mettre une insulinothérapie, on va pas attendre le lendemain. Oui. Donc il y a une légère cytolyse hépatique pour laquelle on va juste surveiller. Attends, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Il y a une légère cytolyse hépatique. Il y a une augmentation des transaminases. Oui. Ouais, ça peut être les muscles aussi. Hein. Même sur azatalate, les deux en même temps, oui. Ça fait... D'accord. Oui, c'est le rapport, je ne sais plus à combien il était. Oui, il était pareil. En fait, entre le foie et le muscle, c'est le rapport des uns par rapport aux autres, avec plus d'alate que d'azate dans le foie, plus d'azate que d'alate dans le muscle. Mais un malade qui vient d'avoir une rhabdomyolyse qui a 60, de là à dire si c'est le foie qui a pris un coup de jus, ou si c'est les muscles qui font de la rhabdomyolyse, ou quoi qu'il en soit, j'en sais rien. Bon, il y a une augmentation de transaminase. Par contre, ce qui nous orientait plus vers le pardon. Ce qui nous orientait plus vers le foie, éventuellement, c'était quoi? Le TP? Le TP qui a un peu diminué. Ouais. Alors, comme il n'y avait pas de... Je crois, à ce stade-là encore, il n'y avait pas de thrombopénie ou de choses comme ça. Effectivement, le TP qui baisse comme ça un petit peu tout seul. Comment tu prends ça en charge? Je ne sais pas très bien. Là, à ce stade-là... J'ai dit qu'il fallait surveiller et que si ça passe en dessous de 40%, on surveille, tout à fait. Il n'y a pas en hémorragie gravissime. Donc, on surveille. Et on prévient les situations potentiellement hémorragiques. Si vous avez un malade qui a dans un dossier une thrombopénie ou un TP bas, c'est bien de mettre quelque part, technique de la demi-feuille, je vérifie que je l'ai bien mis, qu'on ne lui fait pas d'intramusculaire, qu'il ne se brosse pas les dents, que bon là c'est pas le problème. Mais bon là il a 215 000 plaquettes. Ah, pardon? Là il avait un taux de plaquettes normal. Oui, mais avec un TP aussi bas que ça, on ne va pas commencer à aller s'amuser, à essayer de mettre des aigus dans tous les sens quand même, mine de rien.
Donc effectivement, on prévient les situations à risque hémorragique, les médicaments déprimants l'hémostase, et puis on surveille. Et pour l'instant, vu qu'il ne saigne pas, il n'y a pas d'indication à corriger cette baisse isolée du TP. Et on va doser les facteurs quand même, pour vérifier qu'il n'y ait pas un bête problème préexistant de genre vitamine K, etc. Autre souci? Autre souci, il est en acidose métabolique, donc... Une acidose métabolique? Je sais- Mixte plutôt. je sais pas. Une acidose mixte. On regarde la CAPNI, 55. Oui, c'est compte. Enfin, c'est compte. Donc c'est une acidose mixte. Il a l'acidose lactique liée à l'état de choc qui est en train de s'installer à la rhabdomyolyse et une acidose respiratoire liée au mauvais réglage du ventilateur par le docteur. Donc ça, pour comment tu le prends en charge? Faut adapter la ventilation. Voilà, Et, d'une part on adapte la ventilation, c'est pour la partie respiratoire. Et je sais pas très bien s'il faut alcaliniser ou pas. Non, alors l'alcalinisation, pour faire simple, jamais. Ouais, c'est ce que j'ai Alors, retenu. Mais... c'est pas un vrai jamais, c'est-à-dire il y a le cas de l'arrêt cardiaque qui dure des plombes et au bout d'une demi-heure de massage cardiaque, est-ce qu'on met des bicarbonate ou pas? Alors là, les gens qui vont vous dire dogmatiquement c'est oui ou c'est non, c'est pas vrai, on sait pas. Donc bon, on le fait. J'ai jamais vu quelqu'un repartir juste avec des bicards. Hein. Et en fait, pourquoi on met des bicards à ce moment-là? Parce que le malade est probablement en métabolisme anaérobie depuis tellement longtemps que son acidose lactique, là, elle est bien comme il faut et que son pH est très bas. Et donc là, on rejoint la deuxième fois, on ne dit pas tout à fait jamais, c'est quand le pH est vraiment très 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 bas. Et pourquoi? Parce que quand le pH est vraiment très 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 bas, la sensibilité, notamment aux catécholamines, n'est plus bonne. Parce qu'on n'est pas physiologiquement fait pour marcher à pH 6,8. Et quand vous avez vraiment 6,8 ou 6,9 de pH, vos réactions enzymatiques ne se font plus, les catécholamines, vous pouvez mettre des caisses d'adrénaline, ça ne marche plus, etc. Donc dans ces circonstances-là, oui. Mais en gros, au-dessus de 7 de pH, on n'alcalinise pas. Parce que je vous rappelle d'ailleurs que si vous alcalinisez, paradoxalement, vous allez aggraver l'hypercapnie. Parce que vous mettez un bicard, il y a plein d'ions H+ qui se baladent, super, paf, on grappe. Et comme en plus il est ventilé avec un respirateur, donc il ne peut pas augmenter sa ventilation minute, donc HCO3- plus H+ va donner H2O plus CO2. Et comme le CO2 ne peut pas l'éliminer, vous faites monter le CO2. Donc finalement, vous voyez, ça corrige l'acidose que moyennement, quoi. Donc bon. Donc là, effectivement, on va mieux optimiser la ventilation pour la partie hypercapnie et pour la partie... Si on ne se met pas dans ce cadre de ce malade-là, je te dis, voilà, il y a un malade qui vient, en gros, on va vite comprendre qu'il est en état de choc, avec 15 de lactate. Tu vas me dire, je le remplis. Bon, bah oui, je le remplis. D'autant plus que ça tombe bien, parce que tu m'as dit, je le remplis parce qu'il a été brûlé. Et qu'il a insuffisance rénale. Donc on le remplit. Et on va essayer de restaurer une hémodynamique correcte. Et puis ça ne suffit pas, on mettra un petit peu de catécholamine. D'accord. Il y avait une petite hypoxémie modérée aussi, je crois. 80% en 40%, c'est pas normal. Hein. En 40%, c'est 2 fois plus que l'air atmosphérique, il faut avoir un petit peu plus. Donc effectivement, on peut éventuellement augmenter un peu la FiO2. C'est normalement la SAT, je crois, était au 93 de saturation, c'est pas génial. Donc on peut monter un petit peu la saturation, d'autant plus qu'on dit qu'il est en acidose lactique, que son tissu, il aimerait bien être oxygéné, donc on peut monter un peu, effectivement. Et puis voilà, la kaliémie était normale haute en fonction de votre laboratoire, mais tout ça collait effectivement avec l'insuffisance rénale et la rhabdomyolyse. Donc quand on a une phrase, on restreint les apports, éventuellement un peu de caïxalate, un ECG bien sûr, et puis de toute façon on va à la dialyse, ça règle tous les problèmes. D'accord? Donc voilà, là c'est pareil, on est méthodique, on prend les problèmes les uns après les autres, et on les hiérarchise. Alors, à partir de l'analyse du gaz du sang artériel de ce malade, expliquez comment vous optimiseriez sa ventilation. Donc en fait, on a à moitié répondu dans la réponse d'avant. Il existe une hypercapnie. Ça, vous ne pouvez pas vous louper dans 100% des cas, il y a assez rarement des 100% en médecine, dans 100% des cas, c'est une hypoventilation alvéolaire. Voilà, c'est simple, le CO2 ça diffuse toujours bien, même quand vous avez une putain de maladie fibrosante avec une barrière alvéolo-capillaire comme ça, le CO2 il s'en fout, il a un coefficient de diffusion énorme, il diffuse. Donc trop de CO2, c'est que vous ne rincez pas assez votre alvéole en air pour éliminer votre CO2 du sang. Donc égale hypoventilation alvéolaire. Si vous avez une hypoventilation alvéolaire, pour le corriger, il faut mettre plus d'air dans les alvéoles. Et donc vous pouvez faire comment? Augmenter. Alors là, il y avait la particularité du fait que c'est un malade qui était ventilé et sédaté, donc c'est vous qui jouiez avec les boutons. Pour augmenter le brassage alvéolaire d'un malade, c'est pas compliqué, c'est ou vous augmentez le volume courant, ou vous augmentez la fréquence respiratoire, ou les deux. Simplissime. Hein, je ne vous demandais pas d'être des grands réanimateurs pour savoir dire ça. Je pense que quand même il faut savoir dire ça sur un dossier de réanimation. Deuxième chose, il y avait une hypoxémie modérée. Et là, on a aussi quasiment répondu. La méthode la plus simple, sans rentrer dans des détails de réanimation, troisième cycle de réanimateur, tout ça, c'est de tourner le bouton de la FiO2 et de la monter. Pardon? Non, elle est à 40%. À ce moment-là encore. Voilà. Après, il y a d'autres manœuvres, voilà, mais bon, en gros, retenez ça.
Alors maintenant, on fait un tout petite parenthèse quand même pour pas que vous ayez des idées fausses. L'hypoventilation alvéolaire, ça donne hypercapnie et hypoxémie. Hein. C'est quand même la ventilation alvéolaire qui vous fait faire vos échanges d'oxygène. Mais l'hypoxémie n'est pas du tout spécifique de l'hypoventilation alvéolaire. Vous pouvez avoir une hypoxémie pour plein d'autres raisons. Donc c'est pour ça qu'on ne retient pas l'hypoxémie comme le marqueur de l'hypoventilation alvéolaire. Par contre, l'hypercapnie, oui, ça c'est sûr. Voilà. Si vous avez une hypoxémie avec une normocapnie, c'est que vous avez une hypoxémie qui n'est pas liée à une hypoventilation alvéolaire. D'accord ? Donc finalement, 4 heures après, alors qu'on a vraiment tout bien fait comme dans la question d'avant, hein, eh ben on est obligé de mettre de l'adrénaline en IV. Et puis on refait un bilan qui s'est quand même franchement dégradé. Et on vous demandait en justifiant quelle défaillance présentait ce malade. Alors la question c'est donc si on a une hypoxémie avec une normocapnie et qu'on dit donc que ce n'est pas un problème de ventilation alvéolaire, est-ce qu'on peut faire que monter la FiO2 pour corriger cette hypoxémie? La réponse est non. Le plus simple et le plus barbare, c'est effectivement de monter la FiO2, c'est le plus immédiat aussi. Après, il va falloir comprendre d'où vient l'hypoxémie. Toujours pareil, on repart du début, traitement étiologique. Si c'est parce que votre malade il a un pneumothorax, ben on draine le pneumothorax. Ça va être vachement plus efficace que la FiO2 pour remonter les choses comme ça. Et après, la cause la plus fréquente, on va dire, d'un malade pour avoir une hypoxémie, même que ce soit en ventilation spontanée ou en ventilation mécanique, c'est l'inadéquation des rapports entre la ventilation et la perfusion. Une espèce de truc que vous comprenez en général pas très bien. Il y a plein de gens qui comprennent ça pas très bien d'ailleurs. En gros, c'est que pour des raisons diverses et variées, allant de la pneumopathie à l'œdème pulmonaire, à l'embolie pulmonaire, au pneumothorax, à ce que vous voulez, la physiologie pulmonaire qui est en équilibre assez précaire, même s'il y a des limites et des sécurités, fait que les zones où vous allez avoir de la perfusion, du sang qui arrive dans les capillaires pulmonaires, et les zones où vous allez avoir de la ventilation, donc de l'air qui arrive dans les alvéoles, n'est plus en adéquation. Et du coup, vous créez une hypoxémie. Pas une hypercapnie, puisque lui, il diffuse sans problème. Vous lavez toujours les alvéoles normalement, votre volume minute, il n'a pas changé, même si c'est parce que vous avez moins de territoire qui échange, le CO2, il diffuse, il n'y a pas de souci. L'O2, ça ne suffit pas. Donc c'est le cas typique de la pneumopathie où vous avez un truc plein de pus, bah forcément ça perfuse encore mais ça ventile plus, vous êtes hypoxémique. De l'œdème pulmonaire, pareil, etc., etc. Ok, donc les défaillances que présentait ce malade quelques heures plus tard. Donc il y a une défaillance d'abord hémodynamique. Tout à fait. Ce qu'on a été obligé d'instaurer, donc de l'adrénaline IVSE. Et oui. Ce qui définit en soi un état de choc. Hein. Je vous rappelle, c'est une hypotension, remplissage, ou l'instauration des catécholamines. Donc vous ne faites pas avoir, si on vous donne un dossier où on vous donne une pression artérielle normale, mais où le malade il est sous adrénaline, vous dites état de choc. Vous ne faites pas avoir. Très bien. Donc ça c'est justifié. D'abord on voit qu'il y a une grosse souffrance myocardique avec une troponine 1C à 2462. Il y a une acidose qui est mixte encore, mais probablement avec une grosse part métabolique avec les lactates à 36 millimoles. Voilà, à peu près. Ensuite, il y a une défaillance rénale, avec donc l'uréa 11, la créate, l'augmentation par rapport au dernier bilan. L'hyperkaliémie majeure, voilà, probablement sur une nécrose tubulaire aiguë avec la rhabdomyolyse et on voit les CK à 8000 et LDH qui ont augmenté, les azatalates aussi. Voilà, il y a une défaillance hépatique avec un TP à 26, probablement aussi une part au niveau de l'acétolyse. Oui, l'acétolyse aussi importante, supérieure à 10 fois la normale, ça peut être que le foie. Parce que les muscles qui en contiennent, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pas à une concentration telle, pas à ce niveau-là. Le type supérieur à 10, c'est l'hépatite aiguë, hein. C'est simple, donc c'est leur largage massif hépatique. Il y a peut-être un peu de muscle aussi dedans, parce que s'il n'y avait que le foie, il serait à 8N, mais enfin bon, il y a du muscle, il y a du foie, c'est sûr, quand vous êtes à ce niveau-là. Donc il y a une cytolyse hépatique et une insuffisance hépatocellulaire, hein, un TP bas, un TCA qui s'allonge, et puis le fibrinogène aussi, qui est fabriqué par le foie, qui pouffe, d'accord. Il y a une défaillance hématologique. Oui. Donc avec le TCA qui augmente, le fibrinogène qui baisse, les plaquettes aussi, donc voilà. Possiblement une CIVD. Possiblement une CIVD, oui. Et il y a une défaillance respiratoire, oui. Avec un SDRA, un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200, une hypercapnie, une hypoventilation alvéolaire et une hypoxémie. Voilà, c'était ça pour le respiratoire. Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur le SDRA, c'est très probable,
Maintenant, là, vous allez avoir un mal de chien à le montrer, parce que sous un malade qui est sous adrénaline, qui ne va pas bien, qui a 2800 de tropo, de là à dire qu'il n'y a pas une part cardiaque à l'œdème, hein, je vous rappelle, dans la définition de SDRA, c'est des images alvéolaires bilatérales, un PaO2 sur FiO2 inférieur à 200, et par la méthode que vous préférez, l'élimination d'une cause cardiogénique. Papo, à la sonde de soins de gants, échographie cardiaque, ce que vous voulez, je m'en tape. Et conférence de consensus de 94 aussi. Là, ça va être archi dur de dire que ce n'est pas une part hémodynamique. Maintenant, quand on y réfléchit, c'est sûr qu'il y a une part lésionnelle. Il s'est pris un coup de jus monstrueux. Et de toute façon, avec toutes les défaillances qu'il a autour, c'est une question de minutes pour que le SDRA s'installe. Donc c'est sûr qu'il y en a probablement un aussi. Et donc effectivement, la défaillance métabolique avec l'acidose extrêmement sévère et l'hyperlactatémie majeure, vous l'avez réanimé à peu près correctement. Il a doublé son chiffre de lactate en atteignant des chiffres monstrueux, 36. Donc effectivement, il y a une acidose métabolique d'enfer. Donc en gros, en résumé, en 2 mots, ça s'appelle comment ça? Voilà, défaillance multiviscérale. On vous demandait une idée de son pronostic? Il est mauvais. Voilà, il est effroyable même. Je crois qu'on en voit rarement revenir de là. Hein. Là, il faut vraiment qu'il arrête de regarder le mauvais côté du tunnel. En gros, alors c'est un vrai malade, c'est des vrais chiffres. Hein. Le 2462 de tropo, moi je l'ai vu qu'une fois, c'était avec ce malade-là. Il faut vraiment complètement myoliser le cœur avec un courant électrique pour avoir 2462 de tropo. Il a fallu 4 heures pour avoir le résultat, parce que je vous rappelle, la tropo, c'est un dosage immunologique avec des kits. Et quand il y en a beaucoup, donc je rappelle, ça peut doser jusqu'à 0,05. Donc vous voyez, 2400. En fait, quand il y en a trop, c'est saturé, c'est marqué hors limite. Et le technicien, il fait « Oh, fait chier » parce qu'il est obligé de diluer. Et là, en fait, il diluait, il y en avait encore trop. Il a fallu 4 heures avant qu'il y en ait un résultat. Enfin, bon, c'était monstrueux, c'était énorme. Là, en gros, ce malade-là, il a toutes les défaillances qui existent. C'était l'occasion de vous rappeler toutes les défaillances d'organes, comme ça vous les avez toutes. La seule qu'on n'a pas citée, mais qui est sûr qu'il a, mais qu'on ne peut pas évaluer, c'est la défaillance neurologique. Parce qu'il est sédaté en réanimation. Maintenant, je vous parie que si on le réveille, on ne discute pas philosophie. D'accord? Donc voilà, vous les avez toutes. Donc moi, j'ai l'habitude de les classer dans l'ordre les 3 plus immédiatement vitales, cardiovasculaire, hémodynamique, respiratoire, neurologique, auxquels on rajoute en réanimation toujours le rein, éventuellement le foie, l'hémato, le métabolique. Puis voilà. Donc rapidement, bon alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Rapidement, il présente l'ECG suivant, interprétez-le, sachant que vous n'arrivez pas à palper l'époux, qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais y répondre, c'était un ECG 12 dérivation qui montrait un rythme régulier, rapide, avec des QRS élargis. Avant de vous précipiter pour dire que c'est de la tachycardie ventriculaire, je vous rappelle quand même que devant un ECG à complexe large, il s'agit de savoir si c'est un supraventriculaire avec un bloc de branche ou un ventriculaire. Et pour ça, on fait comment? On essaie de ralentir la fréquence cardiaque pour voir si on démasque des ondes P, donc ou par des manœuvres vagales ou par des médicaments type striadine, par exemple. Alors la striadine, c'est super simple. Ça vous réduit complètement le rythme. C'était jonctionnel. Parce qu'en fait, la striadine, c'est comme le bouton de l'ordinateur, ça fait reset sur le nœud auriculo-ventriculaire. D'où naissent les tachycardies jonctionnelles. Donc si ça vous refait le rythme reset, il revient normal, c'est que c'était jonctionnel avec un bloc de branche. Si ça vous le ralentit en démasquant un peu d'ondes P, c'est que et qu'il y avait plus d'ondes P que de QRS, c'est que c'était supraventriculaire avec un bloc de branche. Vous pouvez avoir à ce moment-là aussi ce qu'on appelle des complexes de capture ou de fusion. Fusion, si vous avez un QRS normal mélangé avec un QRS ventriculaire. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Vous le ralentissez, vous avez plus d'ondes P que de QRS, c'est supraventriculaire avec un bloc de branche. Vous le ralentissez, vous avez moins d'ondes P que de QRS ou des complexes de capture et de fusion. Et effectivement, à ce moment-là, c'est quelque chose de ventriculaire. Là, donc, maintenant qu'on a dit que c'était quelque chose de ventriculaire, comment vous le prenez en charge? C'était bien évidemment mal toléré puisqu'on vous disait qu'on palpait plus le pouls périphérique. Donc ça s'appelle un arrêt cardiaque, quand on palpe plus le pouls périphérique, parce que là maintenant on est dans les docteurs de la réanimation, donc là on a palpé les pouls. Et donc quel est le premier geste à faire? Le choc électrique, oui, bon, je réponds jusqu'au bout, effectivement, j'assume. Le choc électrique externe, tout à fait. Ensuite, on n'oublie pas de masser, surtout s'il ne repart pas immédiatement et que vous n'avez pas une efficacité hémodynamique. Et la dernière chose qui valait 0 à la question si on l'oubliait ici, c'était quoi? Vous êtes malade, vous avez fait votre manœuvre rapidement, vous appuyez sur les yeux, ça ne marche pas, une ampoule de striadine, tac, ça ne va pas, c'est ventriculaire. Vous choquez. D'accord, il s'est passé 20 secondes, 30 secondes. Vous choquez, vous massez. Il repart. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous faites là dans les minutes qui suivent? Cordarone, on va faire, mais ce n'est pas tellement ça le plus urgent là. Coro, non. D'autant plus que là, avec 2400 de trombose, c'est pas parce qu'il a thrombosé ses coronaires, hein, c'est parce qu'il a plus de... Voilà. Mon Dieu, il n'y en a pas un qui l'a mis? On le dialyse. Bon Dieu, c'est une hyperkaliémie qui a donné un arrêt cardiaque.
Je rappelle, il a 7 de kaliémie, il est passé de 5 à 7 en 2 heures, en 4 heures. C'est une hyperkaliémie, ça. Ah bah ouais. Ah, je vous ai tous eu, dis donc. Je vous l'aurais mis dans l'autre sens, vous l'auriez trouvé. Il a 7 de kaliémie et vous avez le sujet suivant, vous m'auriez tous dit, on le dialyse archi vite. N'oubliez pas que il avait 7 de kaliémie. Si là, vous ne le dialysez pas, ça recommence dans 2 minutes. Quoi que vous fassiez, hein, cordarone, pas cordarone, là, il a 7 de kaliémie, peut-être même 8 à l'heure où on parle. Donc là, dans les minutes qui suivent, c'est gluconate de calcium, votre technique préférée pour faire baisser la kaliémie, et vous dites à l'infirmière tout de suite dardard de monter la dialyse. Et vous posez le cathéter, si vous ne l'aviez pas déjà fait, aux questions d'avant. Ah oui, attention, attention. Bon, finalement, il meurt. Ah, mais c'est triste, il avait vraiment 25 ans. Hein. Y a-t-il des précautions à prendre avant de signer le certificat de décès? Et que répondez-vous à sa famille qui vous demande accès à son dossier médical? Alors pour le certificat de décès, moi j'avais pas trop d'idées en fait. Ah, donc demain, on est vendredi, et tu vas donc sortir dans la case des papiers du poste de soins le certificat de décès, parce qu'il faut que vous sachiez comment c'est fait, et voilà. Donc en fait, le certificat de décès, il y a 2 parties. Il y a une partie qui n'est pas anonyme, où tu écris le nom du patient, et une partie qui est anonyme, où tu vas écrire les causes du décès. Un certain nombre d'informations, comme est-ce que le décès a eu lieu à l'hôpital, etc., etc. Les 2 parties doivent être distinctes, parce que si tu mets sur le même papier le nom du patient et pourquoi il est mort, ça s'appelle une rupture de secret médical. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il faut bien qu'il y ait une partie qui ne soit pas anonyme, parce qu'il faut bien quand même que quelque part un officier d'état civil il dise que monsieur machin il est mort. Il faut quand même l'écrire dans l'état civil. Quand tu nais, on l'écrit, quand tu meurs, on l'écrit. Donc il faut bien que quelque part on sache que le jeune homme de 25 ans il est mort. Donc il faut quand même que tu dises que monsieur machin, 25 ans, est mort à telle heure, dans telle ville. Ça c'est la partie du haut qui est nominative. Et en dessous, la partie du bas qui est non nominative, où vous donnez les causes de décès avec leur ordre d'imputabilité et les durées. Donc là, on écrirait tachycardie ventriculaire, liée à une hyperkaliémie, liée à une insuffisance rénale acquirale de Muniz, liée à une électrocution, par exemple. C'est comme ça qu'on le remplirait. Celle-là, elle sert à faire des statistiques. Cette partie-là, elle part à l'INSEE en France, et l'INSEE, il vous classe les causes de décès. C'est comme ça qu'on sait que la mort par maladie cardiovasculaire est la première cause de décès en France, que le cancer du côlon est je ne sais pas quoi. Vous voyez ? C'est comme ça, on fait des statistiques de décès. Et bien évidemment, la partie du bas se cachette. On met un peu de salive sur une excellente colle de poisson pour refermer le truc comme les vieilles enveloppes. Et comme ça, l'officier d'état civil, il ne vous voit pas cette partie-là. L'officier d'état civil, il faut lui donner quelques renseignements supplémentaires. Et c'est là où on arrive à est-ce qu'il faut les trucs comme ça. En gros, c'est est-ce qu'il a le droit de donner le permis d'inhumer à la famille. C'est-à-dire le permis d'inhumer, c'est le papier qui veut dire bah voilà, maintenant vous avez le droit de récupérer le corps, d'aller l'enterrer, de le brûler, de le disperser au-dessus de l'espace, ou je sais pas quoi. Il faut qu'il sache s'il a le droit de donner le permis d'inhumer. Et ça, c'est au docteur de le dire. Et comment? En cochant les cases, et vous en avez un certain nombre. Les premières, c'est celles dont on a parlé tout à l'heure. C'est si le sujet il a une maladie contagieuse qui nécessite la mise en bière immédiate, il faut le dire, en cercueil simple, ou un cercueil hermétique. Alors si un jour dans votre carrière vous voyez la mise en bière en cercueil hermétique, vous m'appelez, parce que honnêtement les cas de variole ou de peste bubonique, je ne sais pas si on en verra. Par contre, il y a des choses qui arrivent tous les jours qui sont dans des mises en cercueil simple, notamment la le sida, les hépatites virales non A. Ça arrive souvent. Donc ça, il faut savoir qu'on coche la case mise en bière en cercueil simple. Mise en bière immédiate dans un cercueil simple. Il y a d'autres choses, il y a notamment, et c'est ce qu'il fallait cocher, c'est ce jeune homme, l'obstacle médico-légal. Dites mort suspecte, mais effectivement c'est écrit obstacle médico-légal. En gros, ça veut dire, est-ce que le malade est décédé de mort naturelle ou peut-être pas? Vous ne prenez pas parti, vous ne dites pas on l'a poussé. Vous n'en savez rien. Ce n'est pas naturel à 25 ans de mourir d'une défaillance multiviscérale par électrocution. Donc vous cochez l'obstacle médico-légal. L'officier d'état civil, ça lui met la puce à l'oreille, il se dit ok, moi, j'en informe les autorités judiciaires, le tribunal, le juge d'instruction, le procureur, ce que vous voulez, j'en sais rien même. Et l'autorité judiciaire va vous dire si oui ou non il y a nécessité de faire une enquête, et en général, elle se met en rapport avec la police qui était sur les lieux, etc. Mais imaginez un cas où vous n'avez pas coché ça, on a fait le truc, super, carrément même il a été incinéré, et puis 2 jours après, on apprend qu'il y avait une caméra de surveillance de la RATP, que c'est quelqu'un qui l'a poussé, il faut une autopsie, machin, bah, c'est foutu. Donc, au moindre doute, vous devez cocher obstacle médico-légal. Ça vaut pour, en gros, tous les accidents, de la route, du métro, les incendies, vous ne savez pas s'il n'est pas criminel. Voilà, en gros, dès que vous n'avez pas 80 ans et que vous n'êtes pas mort dans votre lit à l'hôpital, il faut le cocher. Je caricature, mais c'est ça.
faut mieux le cocher par excès que par défaut. Quand vous ne savez pas, quand vous avez le moindre doute, vous le cochez. Et chez ce jeune homme, il fallait. Parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'il est mort lié à une électrocution sur les rails du métro, et c'est tout. Après, c'est à la police de faire son enquête, savoir si on l'a poussé, s'il a fait un malaise, si j'en sais rien. D'accord ? Donc en gros, il fallait dire que pour remplir la première partie, oui, il y avait des précautions à prendre qui étaient de cocher l'obstacle médico-légal. Vous avez aussi dans ces cases-là, mais tu le verras donc demain en stage, est-ce qu'il a une prothèse à pile ? Ou est-ce qu'il a un pacemaker avec une pile en uranium radioactif qui l'alimente, qu'il faut enlever avant d'être incinéré, par exemple. Voilà. C'est à vous de le dire aussi. Bon, j'imagine qu'à 25 ans, ayant vu le CG sans spike, il n'en avait pas. Donc sur la première partie, il fallait cocher l'obstacle médico-légal. Par contre, sur la deuxième partie du certificat de décès, il n'y avait pas de précaution à prendre particulière. Vous la remplissez. La précaution, si, c'est de bien la cacheter avant de l'envoyer à l'administration de l'hôpital. Et qu'est-ce que tu vas dire à sa famille qui vous demande le dossier médical ? Alors, je vais leur dire qu'ils ont accès au dossier et qu'ils peuvent demander à être assistés d'un médecin pour... Bah, en fait, non. La mort ne délivre pas du secret médical. Si demain, je te soigne et que tes parents viennent me demander ton dossier, je leur dis non. Je leur dis, voyez avec votre fille. Alors là, on ne va pas dire, voyez avec votre fils, parce qu'il ne va pas pouvoir faire grand-chose, le pauvre. En fait, en post-mortem, comme ça, la famille a accès au dossier s'il y a un bénéfice direct pour les ayants droit. Genre, il avait pris une assurance vie, et il avait mis comme légataire ses parents, et les parents veulent savoir si machin. Là, ils ont le droit d'avoir droit, comme les autres, aux éléments formalisés du dossier médical, en gros au compte rendu, etc. Si c'est juste, je veux savoir de quoi il est mort, machin, donnez-moi le dossier, tu as le droit de leur dire non. Vous leur donnez pas le dossier. Maintenant, ça c'est la loi. Maintenant, il faut être compréhensif. C'est-à-dire qu'en gros, venez, on va s'asseoir, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parce que voilà, leur fils de 25 ans vient de mourir, ils ont quand même le droit d'un petit peu d'avoir des informations. Mais légalement parlant, le fait de donner les éléments de dossier médical à une autre personne que le malade concerné, c'est seulement en cas de bénéfice pour les ayants droit en cas de décès.